Bienvenue à Procure en parle, un rendez-vous spécialement conçu pour les hommes atteints par le cancer de la prostate et leurs proches. Les différents sujets abordés dans ces webinaires se veulent un complément d'informations fiables, basées sur les préoccupations et questions posées aux professionnels de la santé de Procure. Bon visionnement. Bonjour, mon nom est Thierry Dujardin, je suis urologue oncologue au Centre universitaire de Québec et je vais vous parler plus spécifiquement de la chirurgie radicale. Alors comme vous le savez, la chirurgie radicale est un des traitements du cancer de la prostate et je vais essayer d'être pratico-pratique durant ma présentation comme je le suis avec les patients lorsqu'ils sont diagnostiqués d'un cancer de prostate et que je dois les aider dans leur choix, dans leur cheminement. Alors d'une façon générale, lorsque les patients sont diagnostiqués avec un cancer de prostate, ils ont eu une biopsie. Et la biopsie de la prostate, c'est l'élément qui va nous permettre de déterminer quel est le risque de la maladie, quel est le score et le grade. Alors, je vais juste vous faire un petit rappel par rapport à cela, parce que c'est ce qui nous oriente vers la prise en charge. Alors, il faut bien faire la différence entre le score de Gleason. Je pense que tout patient qui a été biopsié a été informé du score de Gleason et de ce qu'on trouve à la biopsie. Alors, le score est un indice d'agressivité de la maladie. Donc, il y a des tumeurs qui sont à faible risque et des tumeurs qui sont à risque élevé. Et je dirais que c'est en fonction de ça essentiellement que la prise en charge va être différente d'un patient à un autre. Alors, ce n'est pas le seul élément, parce que entre en ligne de cause et le bilan d'extension de la maladie. Tout patient qui a été diagnostiqué avec un cancer de prostate doit avoir un bilan d'extension, c'est-à-dire ou un bilan de stadification. Donc, on explique aux patients qu'on doit leur faire soit un scanner abdominopelvien et thoracique, soit une scintigraphie osseuse, ou de plus en plus, l'examen qui est utilisé est la résonance magnétique. Alors, l'IRM de la prostate, comme l'IRM abdominopelvienne, est un élément qui est utilisé, qui nous donne de très bons résultats. Problème au Québec, il n'est pas toujours disponible dans des délais raisonnables, et c'est pour ça que parfois on s'en passe. Alors, une fois que le patient a eu sa biopsie, qu'il a son indice de gravité avec son score de Gleason, qui va d'une échelle de 6 à 10, eh bien, on peut déterminer le stade de la maladie. Alors, souvent, les patients mélangent le stade, le grade. C'est pour ça que le stade, c'est l'association de l'examen clinique avec le toucher rectal, de la biopsie qui nous a donné l'indice d'agressivité, qui va de Gleason 6 à 10, et le bilan d'extension avec l'IRM ou le scanner. Puis, une fois que tout ça est fait, on peut déterminer où en est le patient, quel est son stade. Est-ce qu'il a un stade localisé à la prostate? Est-ce que sa maladie sort légèrement de la prostate? Ou est-ce que sa maladie est très à distance de la prostate? Puis ça, d'emblée, c'est un élément important et c'est pour ça que, avant de discuter avec un patient et de faire des plans stratégiques thérapeutiques, il est important d'avoir tous ces éléments parce que d'emblée, on va pouvoir faire la différence entre certains patients qui vont être traités localement en vue d'être guéris versus ceux, malheureusement, chez lesquels la maladie a été diagnostiquée un peu tardivement, où la maladie étant sortie, on ne peut plus les guérir, mais on peut ralentir le processus d'évolution de la maladie. Alors c'est fondamental quand même avant d'aborder tout ce genre de questionnement avec les patients. Donc c'est ce qui détermine la progression de notre maladie. Donc il faut avoir cette discussion impérativement et faire la différence entre j'ai un risque faible, j'ai un risque intermédiaire, j'ai un risque très agressif, ou j'ai un risque déjà que ma maladie soit sortie de la prostate. Donc c'est fondamental avant d'envisager le traitement des patients. Alors au niveau des traitements, les traitements dépendent de cette stratification de est-ce que j'ai un risque faible ou un risque agressif ou un risque élevé. Alors globalement, vous le savez, c'est pas toujours facile pour un patient qui est pris dans ce cheminement, dans le parcours décisionnel, ou avec ces éléments qu'il peut comprendre, qu'on lui a donné, il faut qu'il se situe. Alors, est-ce que c'est un patient qui peut se faire surveiller? Est-ce que c'est un patient qui doit se faire traiter? Et si je me fais traiter, comment me fais-je traiter? Est-ce que je vais avoir une chirurgie ou vais-je avoir une radiothérapie? Donc, là encore, le risque est important. Si on a un risque faible, on peut avoir tous ces traitements. Si on a un risque intermédiaire ou agressif, les traitements sont toujours possibles, mais la radiothérapie va être associée à de l'hormonothérapie plus ou moins d'une durée importante. Alors, je parlerai pas de radiothérapie
aujourd'hui parce que mon propos va être centré surtout sur la chirurgie radicale. Mais c'est ce que je dis toujours à un patient, lorsque vous avez une décision à prendre, c'est pas le même traitement pour tout le monde. On n'a pas un marteau et on enfonce le clou toujours de la même façon. Parce que tous les patients sont différents. Il y a des patients, en fonction de leur état général, de leur âge ou en fonction de leur espérance de vie, vont avoir des décisions différentes à prendre. On diagnostique un cancer de prostate chez un homme de 55 ans, c'est pas du tout la même chose que lorsqu'on en a 76. On le diagnostique avec un cancer agressif, c'est pas du tout la même chose qu'avec un cancer faiblement évolutif. Et d'autre part, interviennent en ligne de compte l'état, outre l'état général, l'aspect de l'érection et l'aspect de la continence, parce que ce sont des variables importantes, parce que vous le savez, dès qu'on est traité, au niveau de la prostate, on a potentiellement des effets secondaires à ce niveau. Alors je dis tout le temps à mes patients, il suffit que je vous donne un médicament pour votre prostate, certains vont avoir moins de libido, moins d'érection, moins d'éjaculation. Donc, quand on intervient avec un bistouri ou si on fait de la radiothérapie, potentiellement vous affectez ces deux valeurs. Alors c'est très important de savoir où se situe notre patient et surtout quelles sont ses valeurs. Il y a certains patients qui disent « Moi je veux rien savoir, mon érection est bonne, je veux prendre aucun risque avec ça, quel que soit mon cancer. » Donc ça c'est un élément important. D'autres au contraire, pour qui l'érection c'est plus un sujet, dans son couple c'est plus le problème non plus. Pour ces patients-là, on sait qu'on a un élément dans la prise en charge qui est différent. Donc, vous voyez, il faut prendre le temps d'évaluer tout cela parce que le décès dû à la maladie est différent du décès dû à l'évolution, à l'âge civique d'un patient. Et ces risques de mortalité, on va appeler ça concurrentiels, c'est-à-dire qu'un patient qui a 70 ans, dans les 10 ou 15 années qui vont arriver, ce patient a plus de risques souvent, en fonction de son cancer, de mourir d'autre chose que de son cancer de prostate. Donc ça, c'est fondamental tout de même à avoir comme élément de prise de décision. Donc la chirurgie radicale, vous le savez, vos urologues vous en parlent, on vous dit, ça consiste à enlever la prostate. Alors on peut l'enlever classiquement, en chirurgie traditionnelle, c'est-à-dire on a un bistouri puis on a les mains dans le ventre. Aujourd'hui, on est capable de faire ça par laparoscopie, c'est-à-dire qu'on a des petites baguettes et on travaille de façon indirecte sur un écran de télévision. Puis depuis maintenant une quinzaine d'années au Canada, au Québec, on est capable d'utiliser la chirurgie robotique. Alors c'est 3 façons de faire. Alors quel est l'intérêt de la chirurgie radicale? Parce que c'est souvent une question qui est difficilement compréhensible pour le patient d'emblée. Se dire oui, mais quel avantage j'ai moi à me faire enlever la prostate plutôt que de la me faire irradier et de la laisser en place? Parce que les patients d'emblée ont le sentiment que l'impact va être pire sur toutes les fonctions. Alors, l'avantage, c'est déjà qu'on peut analyser le résultat. C'est-à-dire que quand on a enlevé la prostate, on l'envoie en analyse histologique et ça nous permet de savoir où situe la tumeur, si elle était bien dans la prostate, si elle est sortie, si les ganglions sont envahis ou pas. Donc, on a une réelle stadification. L'autre aspect, c'est qu'un patient chez lequel la prostate a été ôtée, quand tout va bien, son taux de PSA est à 0. Donc ça, les patients le comprennent. Ils viennent parce que leur PSA est élevé, on enlève la prostate, le PSA est à 0, tout va bien. Ça les rassure. L'autre aspect, qui est un élément important à prendre en considération, c'est qu'un patient qui a été opéré, on peut toujours aller lui faire, en cas de récidive, une radiothérapie dans un deuxième temps, comme, si vous voulez, un traitement dit de rattrapage ou un traitement complémentaire. C'est pas toujours le cas dans le sens inverse, quand les patients sont traités par radiothérapie de première intention. En cas d'échappement, de nécessité d'un deuxième traitement, c'est toujours compliqué d'aller faire une chirurgie. Ça va dans ce sens, c'est plus compliqué dans l'autre. Alors ça, ce sont les avantages. Maintenant, en termes d'inconvénients, les patients doivent se faire opérer. Alors qui dit intervention, on dit toujours risque opératoire, anesthésie générale, séjour hospitalier, convalescence, le fait d'avoir une sonde temporairement dans la vessie et potentiellement les complications qui sont connues au niveau urinaire ou au niveau sexuel, mais j'y reviendrai plus précisément. La chirurgie fonctionne, c'est-à-dire que tout comme la radiothérapie, le cancer de prostate se traite très bien. Tout dépend du stade où il est pris en charge, toujours pareil. On a des résultats qui sont intéressants sur des longues séries, sachant que ces résultats sont pour les risques intermédiaires, qui sont les maladies les plus fréquentes, 90-95% de guérison sur le long terme.
Mais là, je fais un aparté également pour vous dire que dans certains cas, chez les patients qui ont un risque faiblement évolutif, qu'on a des données qui sont publiées aujourd'hui, avec des résultats à 10 ans, mais à 15 ans, qui montrent que chez des patients qui ont un risque faible ou une certaine partie de risque intermédiaire favorable, eh bien, à 15 ans, le risque de mortalité dû au cancer, c'est simplement de 3%. Même dans une cohorte de patients qui a été surveillée, c'est-à-dire la surveillance active pour certains patients est un traitement approprié. Donc, il faut toujours avoir cette discussion avec les patients. Ce n'est pas parce qu'on a un cancer qu'on doit se faire traiter. C'est un message fort et il faut vraiment en discuter avec votre urologue quand vous le voyez en consultation. La chirurgie radicale, ça consiste à enlever la prostate dans sa totalité. Alors, comme vous le savez, la prostate, elle est branchée tout proche de la vessie au niveau de l'urètre. Alors, on sectionne l'urètre, on sectionne le col, et puis on rebranche. Il y a beaucoup de patients qui nous disent « Oui, mais est-ce que ça va rétracter mon pénis ?» Mais non, on touche pas au pénis, c'est simplement le col de la vessie. Alors, très souvent, au niveau des complications potentielles, il y a l'aspect urinaire et l'aspect sexuel, parce que j'aime bien cette analogie. Quand j'explique aux patients la chirurgie de la prostate, je leur dis « Imaginez que vous ayez un œuf dans un coquetier. La chirurgie, ça consiste à enlever l'œuf sans rentrer dans le coquetier. Donc, on doit passer entre l'œuf et le coquetier, sans rentrer dans l'œuf, sans rentrer dans le coquetier. C'est ça qui nous permet de conserver les petits nerfs au niveau de l'érection. Puis, les gens pensent que quand on parle de nerfs, en me disant « Est-ce que vous avez conservé mes nerfs ?» Ils ont toujours l'impression qu'il y a un gros nerf là qui passe et qui est évident qu'on voit. Et en fait, c'est une arborescence, c'est des petits filets nerveux qui sont souvent invisibles, de la taille d'un cheveu. Donc, même quand on les conserve, on tracte dessus. Et c'est ce qui peut expliquer que l'érection, les gonflements post-opératoires mettent du temps à récupérer. Mais cette image d'œuf de coquetier est une image intéressante parce que les gens le comprennent. Puis quand la maladie est bien dans la prostate, on sait qu'on peut raser l'œuf sans rentrer dans le coquetier. Mais quand la maladie est proche du bord, ils savent qu'il faut creuser dans le coquetier. Et à la fin de la chirurgie, plus le coquetier est intact, meilleures seront les chances de récupération de la fonction érectile chez le patient. L'autre discussion et l'autre question que l'on a souvent, c'est comment je fais entre chirurgie et radiothérapie, puis surtout, j'ai vu mon urologue, il m'a dit qu'il me faisait ça classiquement, c'est-à-dire il ouvrait, parce que lui, il n'a pas le robot, ni la laparoscopie. Alors, je leur dis tout le temps qu'aujourd'hui, effectivement, si on a la chance d'être opéré par quelqu'un qui fait une chirurgie classique, traditionnelle, mais ça fait 10 ans, 15 ans, 20 ans qu'il fait ça et qu'il le fait bien, il faut le faire. C'est pas parce qu'il ne le fait pas par robot que ce sera pas bien. C'est-à-dire que c'est toujours important de savoir qui fait. Le fait d'avoir des outils technologiques avec une magnification de l'image, ça améliore les aptitudes. Mais celui qui est bien formé à une chirurgie classique va avoir de bons résultats. Alors, la différence entre chirurgie ouverte et chirurgie laparoscopique se mesure surtout au niveau des pertes sanguines, des risques de transfusion et le fait que les patients quittent rapidement l'hôpital. D'une façon générale, c'est l'inquiétude des patients, c'est vis-à-vis de potentiellement ma fonction érectile, ma fonction urinaire. Alors, ça, c'est une question avec laquelle il faut prendre du temps et puis bien expliquer pour que les patients se situent par rapport à ça. Parce qu'ils mélangent un peu tout. Alors, si on prend l'aspect d'incontinence urinaire, c'est souvent temporaire. C'est-à-dire qu'un patient qui va être opéré doit se préparer à cette chirurgie. Un homme, très souvent, n'a aucune idée de ce que c'est son plancher pelvien. On leur dit, vous savez, le plancher pelvien, c'est un muscle, il faut le contracter, ils savent pas où c'est, ils contractent, ils serrent le ventre, les fesses, mais pas le plancher pelvien. Alors, personnellement, moi, j'adresse tous mes patients en physiothérapie de façon à ce qu'ils soient évalués et qu'on leur donne des exercices. Parce qu'en faisant des exercices, en renforçant le plancher pelvien, on minimise l'impact de la chirurgie en post-opératoire. L'incontinence post-opératoire, elle est normale. Ça, on prévient tout le temps les patients. Il est normal qu'en post-opératoire, vous perdiez vos urines. Mais plus vous allez faire vos exercices, plus le temps va passer, plus vous allez récupérer. Et cette tendance à la récupération est chiffrée et évaluée. Et on sait qu'on a des résultats à 1 an quand même qui sont satisfaisants chez des gens qui font ça régulièrement, de l'ordre de, je dirais, c'est 90% des patients à 1 an qui portent soit 0 protection, soit 1 protection de précaution. Et que l'incontinence sévère, c'est de l'ordre de 10% et qui peut être traité secondairement si nécessaire. En ce qui concerne l'aspect érectile, alors l'érection, c'est plus complexe parce que l'érection, c'est multifactoriel.
elle dépend de quel est l'équilibre sexuel dans le couple, est-ce qu'il y a de stimulation ou pas de stimulation, quelle est la qualité érectile du patient avant l'intervention. Puis, on est souvent surpris quand on pose des questions aux patients en lui disant « Est-ce que ça va bien votre réaction ?» du « Oui, oui, oui ». Puis quand vous creusez, quand vous posez des questions, vous vous rendez compte qu'il n'y a plus de pénétration depuis 2 ans, 3 ans, que les rapports sont de moins en moins fréquents, mais que dans le couple et dans le contexte, ils sont satisfaits. Alors ils vont répondre « Oui, tout va bien ». Vous opérez le patient, il n'a pas d'érection, il n'a pas de rigidité, puis vous pensez que le patient était parfaitement puissant avant, qu'il ne l'est pas après. Alors c'est pour ça, c'est important de bien évaluer le patient et puis d'avoir également ce bon discours avec lui. Au niveau de la chirurgie, je disais tout à l'heure que également, il est important de faire une sadification et c'est la raison pour laquelle on doit enlever les ganglions. Donc ça fait partie de la chirurgie. Un radiothérapeute va irradier toute la zone, c'est-à-dire la prostate plus l'aire ganglionnaire. Nous, on enlève la prostate en enlevant les ganglions. Ça nous permet d'avoir une sadification et déterminer si un patient avec des ganglions positifs doit avoir immédiatement ou pas une radiothérapie, par exemple. Alors, en prenant d'une façon plus pratique l'incontinence urinaire, donc on doit travailler son plancher pelvien, on fait appel à un physiothérapeute spécialisé, il faut faire ces exercices tous les jours, et comme je le dis souvent, un homme à qui on enlève la prostate se retrouve avec une vessie qui repose sur le plancher pelvien. Puis, souvent, quand les patients viennent avec leur conjointe, on leur dit, quelle est la différence statistiquement en vieillissant? C'est qu'une femme est plus exposée à une perte urinaire, à l'effort, à la toux, à l'éternuement, qu'un homme, sauf qu'un homme qui est opéré de la prostate a les mêmes facteurs de risque. Donc, il faut le travailler. Et travailler continuellement. Il y a souvent des patients qui font l'effort, puis dès qu'ils ont atteint un équilibre, ils cessent de faire leurs exercices de Kegel, puis ils voient l'incontinence qui récidive. Donc, c'est important d'avoir cette idée de travail et d'avoir de la constance, c'est-à-dire de faire ces exercices continuellement. La fonction érectile, même si on préserve les nerfs, il y a une phase durant laquelle l'influx nerveux ne circule pas. Comme je disais tout à l'heure, les petits nerfs, c'est de la taille d'un cheveu. Donc, on fait de la traction dessus. Il faut que le neurone cicatrise. Tant qu'il n'est pas cicatrisé, l'influx nerveux passe pas. Donc, il n'y a pas de gonflement ou de rigidité. Donc, c'est la raison pour laquelle il faut s'en occuper. Chez les patients chez lesquels on est sûr que l'érection préopératoire était satisfaisante, il faut les stimuler. Il faut qu'ils se stimulent. Donc, utilisation des médicaments comme Cialis, comme Viagra, utilisation de pompes ou vacuum. Et souvent, je les incite à faire des auto-injections, des petites piqûres dans le pénis pour favoriser la récupération. Et là encore, tout le monde est différent. Il y a des patients qui veulent de la rigidité. Eux, sexe égale rigidité. Donc ces patients-là, ils veulent pas attendre que la phase d'influx nerveux arrive et qu'il y a ce qu'on appelle la cicatrisation du neurone qui peut durer 12-18 mois. Alors ces patients-là, il faut les éduquer aux piqûres directement. D'autres qui sont un peu plus patients, ils peuvent se stimuler avec la médication, puis ça va leur convenir. Pompe, médication. Mais c'est un élément qui est fondamental dans la décision et pour ne pas que le patient soit déçu. Et très souvent, on voit qu'il y a une incompréhension à ce niveau. Et d'emblée, il y a un autre message qui est, à mon avis, fort dans le contexte, c'est de dire à un patient qui va se faire opérer, vous allez toujours avoir un orgasme, c'est-à-dire que le plaisir sexuel, vous l'aurez, l'orgasme, vous l'aurez, mais il n'y aura pas de sperme, pas de rigidité au début, mais que tout ça va venir progressivement. Il faut bien dissocier l'orgasme, l'éjaculation, l'érection. Et les patients ont du mal avec ça, alors il faut prendre le temps parce que si on leur explique, ils comprennent un peu plus ensuite. Alors, tous ces éléments sont potentiellement récupérables, mais on va tous être différents dans le contexte. Alors, c'est pour ça qu'il faut être suivi, il faut être coaché, il faut voir les patients régulièrement, il faut qu'on ait une équipe autour de soi, des infirmières pivots quand les patients appellent, ont des inquiétudes, ou comme je le disais tout à l'heure, d'appeler sur la ligne au niveau du site Procure où les infirmières peuvent prendre en charge les patients qui n'ont pas accès à leur médecin, qui n'ont pas accès à une infirmière pivot. Donc, vraiment, il faut suivre ça avec détail. Une fois que la chirurgie est faite, c'est pas terminé parce que il y a un certain pourcentage de patients dont les PSA sont nuls, négatifs, mais qui vont récidiver. Ça fait partie du parcours. C'est pas parce qu'il y a un échec, c'est pas parce qu'il y a une erreur, ça fait partie du parcours du traitement. Donc, il est important que le patient le sache et qu'il soit assidu dans ses contrôles. Donc, les prises de sang aux 3 mois ou 6 mois avec les visites auprès de l'urologue ou du radiothérapeute sont des éléments importants
Et c'est ce qui nous permet, nous, de détecter les patients qui vont avoir un échec précoce, un échec tardif et qui vont avoir besoin d'un autre traitement. Alors, l'APS est vraiment fondamentale pour le suivi du patient. J'aime bien dire aux patients parce que souvent les patients, quand ils sont diagnostiqués la première fois avec un cancer de prostate, eh bien, le mot cancer, prostate, ils ont l'impression qu'ils vont décéder rapidement. Puis c'est un processus, c'est-à-dire que c'est un parcours, et que à partir du moment où les patients sont diagnostiqués tôt, qu'ils sont traités, le premier traitement va peut-être suffire. Parfois, pour 15-20% des patients, il va falloir un deuxième traitement qui va permettre de remettre le PSA à zéro. Puis les patients vont être suivis. Et les patients vont être suivis, certains vont échapper, d'autres vont être guéris. Comme je le disais tout à l'heure, faible risque intermédiaire, c'est 90-95% de guérison. Des maladies plus agressives, bien, on baisse. Et parfois, quand le patient a des métastases, c'est sûr qu'on peut plus le guérir. Mais on ralentit son processus d'évolution. Et aujourd'hui, avec les nouvelles prises en charge, les nouvelles molécules, on est capable d'avoir des médianes de vie très intéressantes. C'est-à-dire que des patients métastatiques, j'en ai dans ma clientèle, ça fait 8, 9, 10 ans que je les suis. Donc ça, c'est un message aussi pour les patients, de leur dire qu'on fait ce qu'il faut pour gérer le problème, pour les traiter au moment où c'est curatif, pour espérer que la maladie ne soit pas sortie. Mais si la maladie est sortie, on a des années devant soi. Donc il faut vraiment en parler avec le patient. Donc, en résumé, souvent, parce que souvent on nous demande de conclure avec 2 ou 3 aspects ou 2 ou 3 questions types qui sont importantes dans notre pratique et pour les patients, qui valorisent l'intérêt de la chirurgie, je dirais stadification, possibilité de récupérer avec une radiothérapie. Oui, il y a de l'incontinence post-opératoire qui est temporaire si on y travaille. Oui, il y a de la dysfonction érectile qu'il faut également élaborer. Il faut s'en occuper. C'est comme tout dans la vie. Si on se met du bon côté, qu'on fait des efforts, qu'on travaille, le chirurgien fait son effort à essayer de préserver les petits nerfs, mais un patient qui veut récupérer son érection doit s'en occuper de la même façon. Et le fait que certains disent « Oh, la chirurgie, ça me paraît plus agressif que la radiothérapie », avec la radiothérapie, il y a de la dysfonction érectile, il y a de l'incontinence. La variation, c'est que ce n'est pas de l'incontinence d'effort, c'est plus des phénomènes d'irritation, de difficultés urinaires, de pseudo-blocage ou d'envie impérieuse. Alors, vous voyez, avantage, inconvénient, c'est pour ça qu'il est important, quand on discute avec un patient, de pas dire diagnostic égale chirurgie, non, c'est diagnostic égale risque, surveillance, traitement, radio, chirurgie. Donc, il faut vraiment prendre le temps de discuter avec le patient. Et je pense que, moi, en pratique, c'est ce que je disais tout à l'heure, j'utilise le site Procure régulièrement. Quand les patients, lors de du premier rendez-vous pour la décision thérapeutique, il faut jamais prendre de décision. On annonce les éléments, petit à petit, on a le temps. On n'est pas dans un processus d'agressivité qui nécessite que le patient prenne une décision dans les 3 semaines qui viennent. Alors, il faut utiliser ce temps pour prendre des infos, rencontrer des gens, prendre des avis, regarder les différents partenaires, puis réévaluer le patient, rediscuter avec lui, prendre tous les éléments en considération avant qu'il prenne une décision. Est-ce que je leur dis tout le temps, votre décision sera la bonne? Ils me disent, ah docteur, qu'est-ce que vous feriez à ma place? Je suis pas à votre place. Moi, je ne peux que vous donner des conseils. Il faut surtout pas que je prenne la décision pour vous. Parce que si vous faites l'effort de prendre tous ces éléments, le jour où vous allez décider, ce sera une bonne décision parce que ce sera la vôtre. Puis vous accepterez les bons côtés comme les moins bons parce que vous aurez réfléchi à ça et vous serez décidé. Voilà, je vous remercie et puis j'espère que vous allez avoir suffisamment d'informations et que ça sera pertinent dans votre quotidien. Nous remercions chaleureusement nos partenaires et collaborateurs pour avoir rendu ce webinaire possible. Pour accéder en tout temps à des outils et ressources au sujet du cancer de la prostate ou pour faire un don, rendez-vous sur procure.ca. Merci pour votre soutien.